Raphaël Derry est avocat et directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Il vit dans ce mode d'habitation depuis qu'il a 5 ans et milite maintenant pour de plus grands investissements des gouvernements en la matière. Raphaël Derry, merci d'être avec nous. C'est drôle parce que je t'ai connu par le truchement de Facebook. Tu as passé un commentaire sur notre programmation, puis comme on vient juste d'en parler, nous, on ne sait pas vraiment l'impact qu'on peut avoir ailleurs que notre marché local, des gens qui nous répondent, mais c'est le fun de voir que des gens, à Gatineau, par Ma TV Outaouais, nous voient, puis sont capables de justement d'apprécier notre chose. Bien, merci d'être avec nous. Bien, je suis un grand fan de l'émission, puis je suis content d'être ici. Je suis honoré d'être ici. Bien, c'est tout le plaisir et pour nous aussi, parce que là, au départ, tu es avocat. Oui. Qu'est-ce qui t'a intéressé justement dans le droit civil, j'imagine? Oui. En fait, ce qui m'a intéressé à la base, moi, je dois te dire, j'aime beaucoup la politique, je m'intéresse beaucoup à la politique. Il y a beaucoup de gens en politique qui viennent du milieu du droit. Mm-hmm. J'ai voulu voir de quoi il s'agissait. Alors, j'ai commencé un certificat en droit, j'avais peut-être 18 ans, et j'ai détesté ça. J'ai profondément détesté ça. Je trouvais ça très matérialiste. Tu sais, on avait eu un cas d'espèce là, où on avait une personne qui s'occupait, on appelle ça la gestion d'affaires, là, mais une personne qui s'occupait là, de la maison d'un voisin pour le dépanner parce qu'il y avait eu un dégât de neige, le toit s'était effondré. Puis là, la question c'était qui est responsable si jamais la gestion d'affaires ne se passe pas bien, tu sais? Qui est responsable de ça? Puis là, on voyait que la personne qui veut dépanner a beaucoup de responsabilités financières, puis que moi, je trouvais ça dégueulasse. Je me suis dit, hey, tabarouette, tu veux rendre service, puis finalement, tu te ramasses poursuivi pour comment tu as géré ça, tu sais. Fait que j'ai laissé faire, j'ai fait autre chose, je me suis impliqué. À l'époque, j'ai été adjoint parlementaire sur la colline pour le Bloc québécois. Okay. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques temps. J'ai essayé communication à l'UQO, fait que je me cherchais beaucoup. Puis, il est arrivé une injustice du côté de ma famille. Là, une personne que j'aime beaucoup a perdu son emploi, un congédiement injustifié. Puis, ça nous a tous profondément ébranlés. Cette personne-là a fait une dépression, cherchait, elle était très émotive dans tout ce drame-là. Et en bout de piste, j'ai suivi toutes les démarches de contestation devant le tribunal, la commission des relations du travail à l'époque. Puis là, j'ai vu son avocate plaider cette cause-là et j'ai été extraordinairement impressionné par la qualité de l'argumentation, la profondeur, puis en même temps, toute l'empathie puis la sollicitude que l'avocate avait auprès de la personne qui avait été ciblée là, par le congédiement. Puis moi, j'ai trippé, là. Là, je me suis dit, wow, tu sais, avec les mots, avec la force de tes connaissances, tu es capable de réconforter quelqu'un, mais aussi de lui donner un bras de justice, là. Et comme de fait, cette personne-là, donc l'avocate a fait gagner une cause devant le tribunal. Et moi, je me suis dit, je vais aller faire du droit du travail. C'est ça. Alors, je suis retourné sur les bancs d'école. J'ai été candidat en 2008 pour le Bloc. J'ai perdu. Je suis arrivé deuxième dans l'Elmeux. Puis ensuite, je suis retourné sur les bancs d'école pour faire mon droit, inspiré par Maître Nicole Gagné. Je n'oublierai jamais cette procureure-là en droit du travail là, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup inspiré. C'est fou comment une personne qui fait son travail peut inspirer. On disait souvent, on ne sait pas comment on peut impacter les gens. Bien, on a la preuve là. Après ça, j'ai vu que, tu as un autre emploi aussi, à part être avocat, oui. Conseiller juridique, mais tu es aussi directeur général, je pense, une coop d'habitation? En fait, je suis directeur général d'une fédération de coop d'habitation. Donc, une fédération, en fait, on est là, c'est un peu un rôle de syndicat où on protège, on défend les intérêts de nos membres. On est là pour agir à titre de porte-parole d'un mouvement. Mais on est aussi là pour soutenir nos membres à travers des services qu'on offre. Alors oui, on est une coop en ce sens-là, mais avec un rôle particulier de syndicat. Alors, on assume les deux rôles comme fédération. Alors, c'est la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Toute jeune fédération, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de fédération dans la région. Ici, entre 2008 et 2017, il n'y avait pas de fédération. Fait que nous, on a pris le relais, on a créé cette fédération-là parce que chaque coop est un peu isolée, chacune de son côté.
c'est tous des bénévoles, hein? Les administrateurs de coopératives d'habitation, un peu comme quand on s'implique dans des OSBL, on s'implique, on donne du temps, mais à un moment donné, on fait comment pour trouver de l'information pour faire un bon travail? Même si on est bénévole, on veut rendre une bonne qualité, puis on vit. Comme bénévole, on vit dans notre implication, là. Si on fait une mauvaise job, ben c'est notre logement qui se détériore peut-être plus, c'est la qualité de nos relations entre le voisinage aussi qui se détériore. Fait que vaut mieux avoir une bonne information, savoir comment bien faire notre travail, puis comme ça, de cette façon-là, on sait que ça va bien aller dans notre communauté, dans notre entourage immédiat. Là, on sait à Gatineau, selon un dernier sondage qui a été fait, eh bien, Gatineau est l'endroit le plus cher où vivre au Québec. Comment est-ce qu'on a pu se rendre là? Parce qu'on dit, bon, Montréal, c'est cher, il y a des choses, mais il y a moyen de se trouver un logement. Bon, la qualité, des fois, peut être assez pitoyable. On l'a vu dans les nouvelles. Mais comment on s'est rendu là à Gatineau? En fait, il y a un adage qui dit penser global, agir local. La réalité actuelle, là, c'est qu'il y a une situation mondiale qui est beaucoup plus grande que notre ville, qui finit par avoir des impacts majeurs sur notre ville. L'immobilier, là, c'est une grande source d'investissement avec un excellent rendement. Et puis ça, c'est pas juste ici, c'est partout dans le monde comme ça. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissent dans l'immobilier à Gatineau, à Ottawa, à Toronto, à Vancouver. Et au fur et à mesure que ces investissements-là ont lieu, on voit des développements qui se font, beaucoup de condos de luxe, on le voit aussi. Et oui, ça finit par avoir un impact sur le coût des acquisitions qu'on doit faire dans le domaine immobilier. Il y a un phénomène de rareté qui arrive parce qu'on construit beaucoup de choses de luxe, mais beaucoup moins pour les familles, beaucoup moins pour les gens de la classe moyenne, puis encore moins pour les gens à faible revenu, puis les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, oubliez ça, là. Alors, dans ce contexte-là, on se ramasse avec beaucoup de stocks immobiliers pour les plus riches, mais encore là, parce que c'est un bon investissement, on continue d'en construire, on continue d'investir là-dedans. Mais pendant ce temps-là, à cause du phénomène de rareté, là, pour la classe moyenne, le coût augmente constamment. Fait que ce qu'on voit, là, autant à Montréal, autant à Gatineau, là, mais ce qu'on voit en fait, c'est le prolongement de la situation du côté d'Ottawa qui vient de l'autre côté de la rivière des Outaouais, tout simplement. Puis on pourrait même dire que c'est Toronto qui s'est déplacé. Le phénomène de la rareté, là, il s'est déplacé de Toronto jusqu'à Ottawa, puis maintenant traverse du côté de Gatineau, là. Et puis surtout, ici, on a une réalité un peu différente. C'est que les gens qui travaillent au fédéral, on en a beaucoup, les fonctionnaires sont bien payés. Donc, ils ont les moyens de se payer des choses un peu plus de luxe. Et j'imagine que les constructeurs vont aller vers le de luxe parce qu'il y a des gens, il y a un marché pour ça, il y a des gens pour payer. Ça doit changer aussi un peu la donne du fait d'être dans la capitale nationale. Oui, absolument. C'est un facteur dont on doit tenir compte aussi quand on regarde cette situation-là. Mais quand on regarde des condos là, à Gatineau, là, tu serais surpris de voir le taux d'inoccupation de ces condos-là. Souvent, ils vont servir de Airbnb, là, mais ils ne sont pas loués. Ils sont vacants et ça augmente en valeur pareil à cause de la monstrueuse de spéculation immobilière. Fait que c'est ça qui est frustrant dans ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on se retrouve à bâtir beaucoup de condos de luxe, par exemple dans le centre-ville de Gatineau, l'île de Hull, des condos qui vont être vacants, qui ne serviront même pas à habiter du monde. Fait qu'on construit de grandes tours, très, très jolies esthétiquement, mais on n'est pas en train de densifier. Là. Je ne sais pas si tu as vu les dernières données sur la démographie de l'île de Hull, par exemple. Le centre-ville, malgré toutes les mesures qu'on a investies puis déployées, le centre-ville perd encore du monde. Il y a encore un flux négatif, là. C'est désolant de voir ça, là, avec toutes les ressources que tous les Gatinois, les gens de Buckingham, Masson-Angers, ont investi aussi par solidarité pour notre centre-ville. Mais non, on est encore en train de perdre cette bataille-là, mais on construit encore de nouvelles affaires, là. Puis tu sais, pour faire du pouce avec ce que tu as mentionné par rapport
par rapport aux fonctionnaires, je suis même pas sûr que ce sont eux la clientèle visée par ces grands condos de luxe-là en bout de piste, tu sais. Parce que c'est bizarre à dire, là, mais tu sais, quand tu regardes la qualité puis la beauté de ce qui est construit avec le coût où c'est construit, une personne seule, tu sais, parce qu'on a quand même un taux de divorce de 1 sur 2 là, au Québec, mais une personne seule ne peut pas se payer tout ça, tu sais. Une personne seule, mettons que tu gagnes 80 000 par année, ça va être cher pour toi s'il faut que tu payes 2 000. Hey, Montréal, là, le loyer abordable qui a été révélé par le Journal de Montréal il y a peut-être un mois, au mois d'octobre, 2 225 $ par mois. C'est considéré comme du logement abordable, tu sais. Mais c'est pratiquement plus qu'un salaire d'une personne moyenne, là. Tout à fait. Une personne qui gagne, exemple donné, 40 000 par année va sortir à peu près, clair et net, à peu près 2 200 $ par mois. C'est un salaire complet. Donc, si on est seul, c'est impossible de vivre autrement que de soit s'endetter ou de se ramasser à dire, je vais aller vivre soit ailleurs. Puis on le voit à Montréal. Là, Montréal est en train de devenir un trou de beigne. Là, les couronnes sont très, très populeuses. Et puis, parce que justement, c'est du drive till you can buy. Oui. Donc, on s'en va. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai même pas 40 ans. Et puis, Saint-Hyacinthe, c'était loin. Là, c'était la campagne. Aujourd'hui, c'est à côté de Montréal. Donc, c'est... Puis ici, on le voit aussi. Avant, Buckingham, Masson-Angers, ici, c'était considéré comme la campagne. Oui. Tu y vas, mais c'est pas... Puis depuis qu'on est devenu Gatineau, là, ça fait comme... ça fait du sens. Aylmer, même chose. Fait qu'on se retire de plus en plus loin des centres. Puis donc, effectivement, moi, je connais des gens qui travaillent dans le centre-ville de Gatineau, mais qui vivent maintenant à Montebello, à Papineauville, à Tursault. Wow! Je comprends que l'autoroute 50 qui a été construite depuis notre jeune âge, à toi et moi, mais quand même, tu sais, mais c'est là où c'est abordable. Parce que c'est pas achetable. Sinon, on va prendre une maison ici à Buckingham qui vaut dans le 200 250 000. Rendu à Gatineau, qui n'est pas tellement loin, c'est le double. C'est pas plus. Mais c'est ça. Puis là, en fait, je suis catastrophé. Pour vrai, là, on se dit les choses comme elles sont. Il y a des solutions à ça, là, mais moi, quand je regarde l'état de situation de la planète présentement, les conditions économiques qui commencent à être de plus en plus difficiles, l'état de la planète aussi, les conditions écologiques, c'est vraiment pathétique, l'état dans lequel on laisse, l'état de situation dans lequel on laisse la planète. Puis c'est pour ça que moi, je tripe sur le mouvement coopératif. Tu sais, pour faire un lien avec mon travail, c'est que le mouvement coopératif, quand il a été mis sur pied au 19e siècle, quand des rêveurs ont commencé à penser à un monde différent, ils étaient tannés de subir, puis ont décidé d'agir. Puis subir, au 19e siècle, là, c'était de subir l'industrialisation. Au Royaume-Uni, là, les Britanniques, là, l'industrialisation a été sauvage en tabarouette, là. Les usines travaillaient dans des conditions exécrables, les enfants étaient exploités, les femmes étaient exploitées. Puis tu pouvais littéralement mourir au travail. Puis c'était pas grave. Puis c'était pas grave. Exactement, Sylvain. C'était... Tu sais, tu pouvais te faire amputer, pas grave. T'as encore une autre main, tu sais. Puis tout ça pour des salaires de misère. Puis le plus pathétique dans cette situation-là de l'époque, c'est que tu travaillais pour gagner un salaire que ton patron te versait, puis ce salaire-là te servait à payer un loyer qui appartenait à ton même propriétaire, à ton même patron. T'sais. Donc la poche de gauche allait dans la poche de droite et vice-versa. Là. Exactement. Puis ta vie appartenait à ton propriétaire d'usine, puis à ton propriétaire de maison. Puis il y a des gens qui ont décidé de vouloir sortir des sentiers battus, puis de penser à une autre façon de vivre. Puis le mouvement coopératif, ça a commencé avec une entreprise qui s'appelle les Équitables Pionniers de Rockdale. Fait que c'est un espèce de magasin général à Rockdale, là, proche de Londres, en Angleterre. Puis ces gens-là, ils ont simplement voulu faire en sorte qu'ils allaient avoir un salaire, pas un salaire, mais ils allaient avoir un prix décent pour le travail qu'ils faisaient, leur travail artisanal. Pour les produits qu'elle allait réaliser. Puis
en faisant ça, les gens qui décidaient d'acheter à cette entreprise-là savaient aussi qu'ils allaient avoir un bon prix de leur côté comme consommateurs, mais ils savaient qu'ils allaient encourager aussi des artisans, puis qu'ils allaient encourager une famille, puis qu'ils allaient encourager la dignité. Il y avait des valeurs derrière cette entreprise-là. Puis dans la gestion d'entreprise, ils ont décidé que ce ne serait pas juste une personne qui empocherait les profits, mais qu'il y aurait une répartition équitable des profits entre les contributeurs. Il y a toute une philosophie qui a émergé derrière les équitables pionniers de Rockdale, puis ça a fait boule de neige ailleurs en Angleterre. Puis là, on est en 1835, puis 60 ans plus tard, 1895, il y a eu un sommet en Angleterre, un sommet des coopératives, puis tu avais des gens de partout en Europe, de l'Amérique du Nord, qui sont venus voir, qui sont venus célébrer le mouvement coopératif, qui ont dit hey, « comment est-ce qu'on peut s'assurer que le beau trip qui s'est passé à Rockdale, là, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce soit repris et que ce soit un succès à travers le monde, t'sais? Puis que ce soit un succès aussi dans notre communauté. » Puis moi, ça me fait triper parce que quand on participe à ça dans le mouvement coopératif au Québec, en Outaouais même, c'est qu'on se dit qu'on veut changer quand même une perspective du monde. Fait que oui, ça va pas bien, mais on s'en va pas dans la bonne direction, mais il y a une façon de réorienter ça. Puis maintenant, on travaille sur les solutions, puis on essaie de faire prendre acte au monde de ce qui doit changer, là. Justement, on parle de coopérative depuis tantôt. Dans le concret de la chose, comment ça fonctionne? Comment on démarre une coopérative? Comment on achète une maison, un lotissement d'habitation? Comment on démarre tout ça? Parce que ça a l'air bien beau. Une fois que c'est fait, il faut commencer en quelque part. Bien, en fait, à la base, là, parce que on l'a dit, ça coûte cher. Les terrains coûtent cher, puis pas juste à Gatineau, mais les terrains coûtent cher. Après ça, que la construction coûte cher aussi. C'est clair, net et précis que ça prend l'apport d'un financement public. Donc, ça prend généralement une aide gouvernementale, autant à Ottawa ou à Québec, peu importe, là, mais puis souvent aussi de la communauté. La ville de Gatineau investit autour de 15% généralement du coût de réalisation d'un projet. Mais ça prend de l'investissement public. Et quand on réussit à construire, ça prend des gens qui y croient puis qui ont envie de vivre dans une coop. Puis quand ces gens-là s'investissent puis réussissent à passer à travers les étapes avec un accompagnement de ce qu'on appelle un groupe de ressources techniques. Donc moi, je suis directeur général d'un groupe de ressources techniques qui s'appelle Lojaction Outaouais, qui est spécialisé dans l'accompagnement de gens qui veulent développer des projets, soit de coop d'habitation ou d'OSBN en habitation aussi. Fait que c'est dans le fond, tu as besoin d'un groupe de ressources techniques. Puis tu passes à travers les étapes, puis en bout de piste, tu réussis à construire donc tes unités de coopérative. Puis après ça, ben ça devient une propriété collective, donc c'est administré par les locataires. C'est ça la beauté de ça. Fait que c'est les locataires, après ça, là, qui prennent les décisions sur les augmentations de loyers, les planifications de l'entretien, la vie associative, la collecte des loyers. Hey, c'est de la job, là. C'est beaucoup de travail. On n'y pense pas, mais bon, la preuve, quand on parle d'unités de condos qui sont louées, tout ça, il y a des compagnies qui s'occupent de la gestion de justement tout ça, de la collecte du loyer à aller jusqu'à la tonte du gazon, parce que c'est de la job. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et les gens, il faut qu'ils soient impliqués aussi là-dedans. Mais est-ce que les gens, justement, au départ, ils ont le rêve de vivre dans une coop, bon, mais est-ce qu'ils arrivent à un moment donné aussi se dire « Oh, on n'avait pas pensé à tout ça. Ouais. » Il y a vraiment de la job à faire là qu'on n'avait pas aucune idée quand on nous a vendu le projet, là. Oui, il y a ce choc-là. Puis l'important, en fait, une fois qu'on a ce choc-là, c'est de bien s'entourer, puis d'aller chercher des ressources pour s'aider. C'est pour ça qu'il y a une fédération notamment. Mais les voisins, les membres de la communauté aussi sont là pour amener, rééquilibrer, puis essayer de s'ajuster. Parce que si on en a trop sur les épaules, on fait juste s'épuiser, puis on perd envie de vivre ça. Là, on a envie de partir. Fait qu'au moins, des fois, on lance un signal d'alarme, là, puis ça permet aux voisins de prendre un peu plus de responsabilité
pour équilibrer ça. Là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça fantastique. Le mode coopératif, je l'ai vécu depuis que j'ai 5 ans. Je le vis depuis que j'ai 5 ans. Puis j'ai vu tout l'aspect positif que ça a eu, pas juste sur ma vie. C'est colossal, la contribution que ça a eu dans ma vie, mais sur celle de plein de mes voisins aussi, qui sont arrivés des fois sur l'aide sociale, avec des enfants monoparentales, puis là, oups, à mener, tu sais, avec la mixité sociale, tu côtoies d'autres gens qui ont des réussites, qui sont inspirants, puis là, ben, ça te donne envie de retourner aux études, puis là, ben, tu passes de sous le seuil de la pauvreté, mais avec tes études, puis avec tes expériences de travail à droite et à gauche, tu finis par te sortir du seuil de la pauvreté, là. Puis tu finis par... tu passes du seuil de la pauvreté à la classe moyenne, puis avec de belles conditions de vie. Ça, c'est un des beaux impacts de la coopérative. Mais après ça, effectivement, il faut... Quand tu es assez fort puis assez solide sur tes 2 pattes, tu réalises que tu t'en vas dans le mur parce qu'il y a beaucoup trop de responsabilités. Bien là, tu rééquilibres ça, puis tu vas chercher du soutien. Souvent, ça peut se régler assez facilement là-dessus. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut avoir un certain revenu plus haut, plus bas? Exemple donné, quelqu'un qui va très bien gagner sa vie, est-ce qu'il peut vivre dans une coopérative? On a peut-être l'impression que justement, c'est pour les personnes à plus faible revenu, mais si quelqu'un a un bon revenu, est-ce qu'il y a le droit, entre parenthèses, de rester dans une coopérative? Oui. Il y a des... je te dirais qu'il y a des différents... au sujet de l'interprétation à donner là-dessus. En gros, oui. Tout le monde peut vivre dans une coop. Si Pierre-Carl Péladeau a envie de vivre dans une coop d'habitation, il peut s'il veut. Il n'aura pas envie, là, mais on ne sait jamais. Par contre, il y a souvent une partie du parc immobilier qui va être subventionnée. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle des logements subventionnés. Là. Pour cette partie-là de la population, là, effectivement, il y a un seuil de revenu à respecter. Puis, en fait, ça va permettre à la personne de payer le quart du loyer, ou le quart de son revenu en loyer seulement. Un peu sur le même principe des HLM. Là, Exactement. Fait que là, à partir de ce moment-là, ce que ça te permet, c'est d'avoir quand même de bonne qualité de vie, puis d'entreprendre différents projets. Puis bon, tu ne perds pas ton pouvoir d'achat grâce à ça, tu sais. Mais sinon, pour les autres portions, là, souvent pour les anciennes coops, c'est à peu près le tiers des locataires qui vont être subventionnés. Les 2 tiers vont payer le plein prix. Mais même le plein prix, c'est généralement en dessous du loyer médian dans la population. Là. On parle de combien d'économies par rapport au loyer normal, un peu versus le marché de ce qu'on peut avoir pour, mettons, un exemple donné, un 4,5. Bon, un 4,5 ici, dans le coin, en bas de 1 000 $, c'est difficile. Un 4,5 dans une coop, ça peut représenter à peu près combien, là, la braquette de prix? Ben moi, à Hall, là, à Hall, 4,5, ça peut être une chambre à coucher, 2 chambres à coucher, là. Ça va être autour de 550, 600 $. C'est quand même très abordable. Tout à fait. Puis, il y a certains où ça peut monter, là, mais c'est jamais 1 000 $. Moi, je vis dans une coop avec des maisons en rangée, 3 étages, à Hall, dans le Mont-Bleu, et on paye 910 par mois. Alors, pour une maison, là. Ce qui est quand même très bien, parce que si excellent. On parle à la comparative, je pourrais dire quoi, facilement 2000 pour la même chose, si on va... Absolument. Absolument. Ça donne un bon indicateur, là. Les gens, quand ils vous approchent bon, il doit y avoir quand même une liste d'attente, j'imagine. Oui. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis d'ailleurs, tu en as fait quelques commentaires sur Facebook à l'idée que justement le gouvernement investit peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il investissait à une certaine époque. En tout cas, la demande est là. J'ai vu beaucoup de gens, si on parle, François, oh mon Dieu, j'oublie son nom de famille, qui s'occupe d'un organisme là, pour l'habitation. François Roy. François Roy, c'est ça. Et puis, il avait fait une manifestation ici en avant pour du logement social, parce que, il y avait du logement social, mais 2 ans seulement, puis là, il demandait une extension et compagnie. Et j'ai parlé à certaines personnes, et puis je me suis rendu compte que les gens n'étaient peut-être pas informés autant
parce que j'ai demandé à quelqu'un, bon, est-ce que c'est quoi ton budget par mois? Le gars dit, ben je ne sais pas vraiment. Après ça, je demande, bon, est-ce que tu as vérifié qu'est-ce qui est disponible avant de dire, oui, c'est cher, on le sait, mais est-ce que tu as vérifié s'il y avait quelque chose de disponible? Pas vraiment. Donc, je me suis dit, à quel point il faut les encadrer, ces gens-là, pour leur donner la bonne information. Dire, regardez, il y a des options pour le logement, même si vous n'avez pas un revenu super élevé. Est-ce que tu vois ça, justement, dans ta pratique, des gens qui arrivent, ben, je sais plus, ou je sais pas où me diriger, là. Je suis sur le bord pratiquement d'itinérance, là. Mon Dieu, oui. Ça, on le voit beaucoup, là, puis c'est là où moi j'ai été surpris dans les dernières années, c'est que j'ai vu des gens... Tu sais, l'image qu'on se fait là, d'une personne à risque d'itinérance, c'est une personne qui va être hypothéquée physiquement ou mentalement, qui vit un moment difficile, puis on peut tous avoir des moments très difficiles dans la vie où on est désorganisé. Puis là, à travers ça, tu te dis, OK, là, c'est plus difficile de se structurer, fait que, puis là, tu n'as pas les moyens d'aller chercher n'importe quoi. Puis là, il y a une pénurie de logement, fait que, OK, ben je suis à risque d'itinérance, tu sais. Mais là, moi, j'ai vu des gens quand même scolarisés, qui avaient un bon boulot, mais qui n'arrivaient pas à trouver quelque chose de décent. Tu sais, quelque chose qui est sécuritaire pour tes enfants, quelque chose qui ne sera pas contaminé avec de la moisissure puis qui n'aura pas de la vermine, parce que tu as 2 ou 3 enfants. Fait que moi, j'ai vu des dames puis des messieurs qui avaient des responsabilités familiales, qui ne voulaient pas aller n'importe où, mais qui ne faisaient pas la fine bouche non plus. Qui n'étaient pas là, qui ne faisaient pas les chochottes, là. Ils essayaient juste d'avoir quelque chose de décent pour leur famille, puis oups, pas capable de trouver quelque chose en bas de 1500$ par mois pour une famille. Puis là, tu te dis, voyons, que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Ou encore obligé justement de te délocaliser. Tu as toujours vécu à Hull ou encore plus à l'ouest du secteur Gatineau. Puis là, ben oups, tu es obligé d'aller de plus en plus vers la banlieue ou de t'excentrer, tu sais. Eh bien, ça fait déjà 27 minutes qu'on jase. Ah oui. Déjà, je te l'avais dit que ça passait vite. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais ou TVC Bastillev. Si vous voulez avoir plus de l'entrevue, on va continuer, nous, dans quelques secondes sur YouTube. On est aussi sur Facebook. On a une page et aussi, on a le en balado sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Merci d'avoir été là. On continue ça, justement. On parlait de gens qui arrivent un peu désemparés, qui veulent avoir quelque chose de décent. C'est difficile de trouver quelque chose parce que bon, on a vu... Excuse-moi, Sylvain, mais oui. Je suis surpris que ça ait pris 27 minutes. Ben, c'est ça la beauté de la chose. Je disais qu'on en avait beaucoup à jaser parce que on parle de gens qui vous arrivent un peu, comme je disais... je veux trouver juste quelque chose de décent. J'ai pas besoin de... J'ai les revenus, mais... Exemple donné, avec 2 ou 3 enfants, souvent, on voit aussi l'effet inverse. Les gens disent, oui, je peux le payer, mais j'ai 2-3 enfants. Les gens ne veulent pas d'enfants dans les... Puis surtout que là, les propriétaires ont le luxe de choisir qui ils veulent avoir parce qu'il y a une pénurie de logement, on le dit. Donc là, ces gens-là t'arrivent et ils disent, ben là, qu'est-ce que je peux faire? J'imagine, là... Ils doivent être un peu déboussolés par la chose. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, un autre exemple que j'ai eu récemment, mais une famille qui était du côté de Gatineau, une famille immigrante, a voulu se rapprocher de sa communauté culturelle là, du côté d'Ottawa. Puis là, s'en va du côté d'Ottawa, trouve un HLM du côté d'Ottawa, mais se retrouve dans un quartier là, hyper violent. Malfamé. On est en 2021. Là, il y a eu 55 fusillades à Ottawa depuis le mois de janvier. Vrai. Et là... C'est la majorité qui sont là, généralement, dans ce quartier-là. Oui, tout à fait. Marché Bail et compagnie, dans ce coin-là. Mais là, elle panique. Là, la mère de famille panique, puis elle se dit, bon, mais là, qu'est-ce que je fais? Puis elle a des jeunes garçons, elle a peur que ces jeunes-là, ces enfants finissent par adhérer à une gang de rue. À une gang de rue. Oui, effectivement. Fait que là, elle veut revenir du côté de Gatineau. Puis là, ben oui, on donne des ressources, mais la réalité, c'est que le parc immobilier pour les familles plus pauvres, il est inexistant ou presque. Il n'y a plus d'options.
Il n'y a plus d'options. Moi, c'est ça qui me... C'est là où je suis indigné. C'est qu'on n'a pas de mal à investir des sommes là, colossales chez Bombardier. Pourquoi? Ben parce que Bombardier, c'est une entreprise, un fleuron québécois en aérospatial, puis c'est structurant pour tout le Québec. Si Bombardier flanche, ben ça va avoir un impact socio-économique majeur sur bien des communautés. On a fait la même chose avec SNC-Lavalin, on a fait la même chose avec Rio Tinto Alcan. On accepte de financer des grandes multinationales qui n'ont aucun scrupule après ça à faire une rationalisation, puis à couper des emplois, puis à se donner de bons dividendes, puis à augmenter les salaires de la direction. C'est toujours frustrant de voir ça, tu sais. Mais quand arrive le temps d'investir pour du logement décent pour ta population, bien là, on est scrupuleux sur les sous. Ah, là, on veut s'assurer que chaque pièce aille dans un mètre carré de superficie qui va être bien investi, puis là, on augmente les redditions de comptes envers les coopératives, puis envers les OSBL, puis envers les fédérations, puis c'est excessif. Tu regardes ça aller, puis oui, c'est excessif. Puis c'est là où je trouve qu'on devrait mettre nos priorités à la bonne place. La reddition de comptes, c'est une excellente chose, c'est super important, mais on peut-tu s'assurer que l'argent aille réellement dans le besoin le plus... Tu sais, si tu n'es pas logé, là, si tu n'as pas de toit, là... Se loger, se nourrir, se vêtir, c'est pas mal dans les besoins essentiels. Tu ne pourras pas aller travailler, tu ne pourras pas avoir une famille, tu pourras pas te divertir si tu n'es pas logé, tu sais. Fait qu'on peut-tu s'organiser pour avoir une stratégie publique là, qui va faire en sorte que, ben oui, le coût du loyer va avoir une pression à la baisse. Puis, moi, je lisais récemment Nicolas Tremblay, qui est PDG de Junique, qui est une grande entreprise immobilière en Outaouais. Puis j'étais d'accord avec lui, parce que, en fait, il s'opposait à une démarche, là, c'était la campagne municipale, puis il s'opposait à un règlement qu'Action-Gatineau voulait faire adopter sur l'obligation d'intégrer du logement communautaire dans les nouveaux projets résidentiels. Fait qu'il s'opposait à ça, puis il a dit, au lieu de faire ça, la stratégie que les gouvernements devraient avoir, c'est d'inonder le marché de logements abordables. À Tabaye, moi, je suis pour ça. Moi, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on inonde le marché de logements abordables. Puis le privé n'a peut-être pas intérêt à faire ça. Il n'est pas intéressé. Non, parce que lui, c'est le profit. Ben oui. C'est une société à capital action. Ce qui compte, c'est le retour sur l'investissement. C'est correct. On ne leur laissera pas ça entre les mains. Mais oui, ça veut dire que le gouvernement doit le faire. Ça veut dire que les pouvoirs publics doivent s'intéresser à cette question-là de manière prioritaire. Puis on a les moyens là, au Québec. Là. On n'est pas une société du tiers-monde. Là. On a les moyens. Puis au Canada aussi, si les deux gouvernements se mettent ensemble, là, je suis convaincu qu'on peut faire une Christie de belle job. On l'a déjà fait dans les années 70-80. On a développé un beau parc immobilier avec des OSBL puis des coops. Je ne vois pas pourquoi en 2020, on ne serait pas capable de continuer. Là. Qu'est-ce qui, justement, freine le gouvernement à investir? Parce que, bon, on sait, bon, tu l'as dit, on a investi dans Bombardier, on a investi dans SNC-Lavalin, dans Rio Tinto à coût de milliards de dollars. Avec 1 milliard de dollars, je suis sûr qu'on serait capable de faire beaucoup de logements sociaux. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas sexy, c'est pas électoraliste? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'investir une somme, même une centaine de millions? Juste 100 millions, on pourrait faire beaucoup pour aider les gens. Bien, c'est sûr que, puis là, je ne veux pas leur donner raison de ne pas investir. Là. Mais ce que je m'explique de cette situation-là, c'est que c'est vrai que ça coûte cher. La construction, là, ça coûte cher. Puis là, ce qu'on va voir souvent dans le milieu politique, c'est un débat à savoir si on doit investir dans la brique ou dans la personne. Parce que c'était à l'époque des conservateurs, on a opposé les deux. Soit qu'on investit dans de nouvelles constructions d'habitation ou qu'on investit dans une personne avec un logement subventionné qui va être géré par le privé. Fait qu'on peut subventionner le privé, puis la personne va vivre dans un immeuble qui appartient à un propriétaire privé, puis il va payer le quart de son revenu en loyer. Ça, c'était beaucoup l'approche des conservateurs. Fait qu'eux autres, ils disaient,
on ne touchera pas à la construction de nouvelles habitations. On va plutôt financer le logement subventionné, mais à l'intérieur du parc immobilier privé. Puis, c'est comme ça que le gouvernement s'est beaucoup désinvesti. Puis au Québec, j'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça aussi. Il y a un amendement qui a été déposé dans un projet de loi récent qui portait sur l'éthique dans le monde municipal, mais il y a un article qui a été ajouté par la ministre dans l'objectif de pouvoir permettre aux propriétaires de nouvelles constructions de pouvoir avoir 50% de logements subventionnés pendant 5 ans dans leur construction. Ça, autrement dit, là, tu peux justement mettre des loyers à 2225$ par année, par mois. Là. Le locataire, lui, ben, il va payer le quart de ça, puis le propriétaire va empocher tout le reste. Là. Fait que l'État va subventionner, je ne sais pas si tu me suis, là, mais l'État va subventionner des prix complètement disproportionnés. Puis après 5 ans, eh bien là, la personne se ramasse, ton loyer n'est plus là, mais il est toujours à 2200, 2300, 2400, 2500. Et après ça, la personne peut, le propriétaire peut décider de louer ça. Puis évidemment, le locataire qui voit ça, qui est habitué de payer, je ne sais pas, 500-600$, voit ça arriver avec une brique et un fanal. Puis il dit, je n'ai pas les moyens, donc je déménage. Donc là, après ça, le propriétaire a quand même le beau jeu. Si on investit de cette manière-là, en tout cas, de ce que je peux en concevoir, c'est effectivement la réflexion qui se fait présentement. En gros, les gouvernements, probablement appuyés par le milieu des entrepreneurs, préfèrent se délester de la construction de nouvelles habitations communautaires parce que ça coûte cher, puis préfèrent aller vers une solution. C'est plate ce que je vais te dire. C'est un plaster, finalement. C'est un plaster sur un cancer. Pour moi, c'est comme ça, là, parce que le cancer, c'est la pénurie de logement. Fait que plutôt que de s'attaquer au problème avec une grosse chimio, puis avec peut-être même une radiothérapie, puis oui, ça va être rough, ça va être difficile, mais on y va avec un plaster, avec un pansement comme ça, puis on s'attend... je sais pas c'est quoi les attentes, mais ça ne fonctionnera pas. Je suis catégorique là-dessus. Ça ne fonctionnera pas. Puis en plus... En faisant ça, on passe à côté de la perspective coopérative qui est hyper intéressante d'un point de vue humain, d'un point de vue santé publique. Là, on est dans une ère où on s'intéresse beaucoup à la santé publique. Mais, tu sais, l'habitation communautaire, là, c'est de connaître tes voisins, c'est d'avoir confiance en tes voisins, c'est de prendre tes décisions avec tes voisins. Fait que là, tu es dans ce qu'on appelle en anglais de l'empowerment, là, mais de la prise en charge, de la responsabilisation. C'est magnifique comme projet de société. Puis là, on met ça en opposition avec quelque chose qui est beaucoup moins alléchant, qui chacun pour soi, puis où on ne contrôle même pas l'inflation des coûts du logement. Ça me choque. Ça m'indigne, tu sais. Il me semble qu'on pourrait faire des meilleurs choix de société que ça. Là. On l'a vu, on parle de prix, c'est absolument exorbitant pour même acheter une maison. Personnellement, je regardais pour acheter une maison, je me suis dit au salaire que je suis, même si j'ai une conjointe, ça va être très, très cher. Puis, il va falloir s'en aller plus loin. Là, c'est beau avec le télétravail, on a ouvert une certaine porte à... Je dirais, c'est un peu une boîte de Pandore parce que ça contribue à l'étalement urbain, finalement. De dire, là, on va s'en aller plus loin, c'est pas grave, on est en télétravail. D'un bar, c'est bon, d'un bar, ça ne l'est pas. Parce que si on s'en va au bureau, on vit plus loin, donc on a beaucoup plus de kilométrage à faire. Il faut savoir une voiture. Quand on va aller au bureau, là, ça coûte plus cher en essence. Ça crée du trafic, ça crée un paquet d'autres choses alentour qu'on ne pense pas. Les infrastructures sont peut-être pas faites, conçues. Bon, on parle de la 50 à une voie, on parle de l'élargir. Ça va prendre peut-être une autre 20 ans, 30 ans, si c'est pas plus. Donc, le problème va être déjà là quand on va construire et on va construire trop petit, encore une fois. Donc là, les gens voient ça et ils se disent j'ai pas les moyens. Et j'avais fait aussi quand j'étais journaliste à la Petite Nation, j'avais fait une analyse et puis les assurances, juste les maisons qui sont là-bas dans la Petite Nation, souvent sont plus âgées. Et puis, les assurances, eux, ne veulent pas appuyer où ça charge des prix
complètement dérisoires, de fous, je veux dire, même pas dérisoires, mais de fous pour assurer une maison. Donc là, les gens se disent, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon option? Parce que je veux aller dans la petite nation, je veux aller un petit peu plus à la campagne, je suis tanné de la ville. Ben, j'ai pas d'option, je n'ai pas le choix. Et puis, ça se retrouvait aussi sur les personnes âgées qui n'avaient pas le choix de migrer vers la ville parce qu'ils n'étaient plus capables de maintenir. Les assurances arrivaient, bon, ben là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut t'investir 50 000 dans ta maison parce que j'ai juste une petite pension. Ma maison vaut 80 000, 85 000. Je ne peux pas investir la moitié, je ne le récupérerai jamais. Je vais me mettre dans les dettes pour ça, donc je n'ai pas le choix. Soit que je vends à prix ridicule, puis après ça, je m'en vais vers la ville. On se retrouve justement avec une migration obligée vers la ville. Puis là, on a eu, nous ici à Gatineau, on n'a pas été chanceux, on a eu quand même 3 événements qui ont vraiment saccagé une partie des logements. On parle des inondations, les 2 fois. En plus, en 2018, on a eu la tornade qui a frappé le Mont-Bleu, justement dans les appartements. Je passais dans le Mont-Bleu l'autre jour, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Tout ce qui était avant versus là, il y a beaucoup, beaucoup de logements, peut-être même abordables. Je ne connaissais pas les coins dans ce coin-là, mais là, on se dit déjà qu'on est en pénurie de logements. On n'en a plus à cause d'événements naturels. Là, ça pousse les prix vers la hausse. Et là, quand on renouvelle les baux, eh bien, souvent, il y a des propriétaires qui vont arriver et vont monter le prix. Ils vont dire, va ailleurs. C'est ça. Ou contestent, mais les gens ne savent pas comment contester. Ils voient, il y a des recours pour les locataires qui se trouveraient là, on parle de la Régie du logement. Il y a le tribunal administratif du logement aussi. Comment ça fonctionne, en fait, là, il y a beaucoup de choses que tu as mentionnées. Là, c'était intéressant au bout. La première chose, là, c'est qu'effectivement, nous, on a un mandat régional pour tout l'Outaouais. Oui, on s'intéresse à la petite nation, on s'intéresse... nous, on a même une coop à Mont-Laurier, là, donc ça va même à la MRC. C'est la coop de la Lièvre, la MRC Antoine Labelle. Mais Maniwaki, Fort-Coulonge, les inondations ont frappé durement une de nos coopératives qui est située à Fort-Coulonge, qui était notre plus petite coop à 6, puis là, ils sont rendus à 4. Parce que le demi-sous-sol a été complètement inondé, là, puis il faut tout reconstruire. Oui, exactement. Mais ce à quoi on assiste beaucoup aussi, parce que là, c'est drôle, on parle de la population active dans la force du travail, dans l'âge du travail, là, oui, effectivement, parce qu'on fuit la ville, parce que c'est disproportionné comme coût de la vie. Fait que là, on se ramasse à acheter une propriété à Montebello, on prenait ces exemples-là. Puis l'autre réalité, c'est qu'on se retrouve aussi effectivement dans une crise migratoire vers la ville. Et ça, on en a beaucoup parlé avec justement des élus de la ville de Gatineau parce qu'on a des gens de Maniwaki qui ne sont pas capables de rester chez eux dans leur communauté parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de résidence, par exemple, pour personnes âgées, il n'y a pas de logement adapté à leur réalité à Maniwaki. Ou la même chose à Fort-Coulonge. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va là où la communauté est adaptée, là où il y a une forte densité, on s'en va à Gatineau. Fait que là, on a des gens qui sont obligés, qui ont passé toute leur vie à Maniwaki, qui ont passé toute leur vie à Montebello, Papineauville. Là, sont obligés de déménager à Gatineau pour s'adapter puis pour finir leur jour. Ça, c'est un problème, là. Est-ce qu'on peut s'assurer de la vitalité de chacune des communautés? Pas obligé de déshabiller la petite nation ou la vallée de la Gatineau pour habiller Gatineau, là. Puis, en même temps, ça met une pression supplémentaire du côté de Gatineau. Pour avoir des logements, pour avoir des constructions qui sont faites là, aussi. Là. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important, quand on s'intéresse à cette question-là, de s'y intéresser de manière globale. Il ne faut pas juste s'attarder à ce qui se passe à Gatineau, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les autres MRC de la région. L'autre problème que tu as nommé, c'est clair, il y a eu des sinistres là, majeurs. Je veux dire, la pointe Gatineau a été dévastée en 2017-2019. Dieu sait que c'est pas le quartier le plus... le plus prospère. C'est pas le quartier aussi le plus riche aussi de Gatineau. Exactement.
ben c'est un quartier où il y avait beaucoup de maisons très âgées. Le patrimoine familial, c'était la maison. C'était un peu le vieux hall, mais du côté de Gatineau, c'était Pointe-Gatineau, effectivement. Puis là, tout ce qui était en bordure, il y a beaucoup de maisons qui ont dû être expropriées. Le Mont-Bleu, moi, je vis dans le Mont-Bleu, là. Puis, tu sais, quand on a vécu la tornade, c'était rough parce qu'on a vécu pendant 2 ans avec des ruines, là, littéralement. Oui. Mais quand ça a été reconstruit, tu sais, ça a été long avant d'être reconstruit. Les cas d'assurance, on en parlait justement, ça a été long. Là. Bien, tu sais, c'est comme ça que les règles du tribunal administratif du logement ont été appliquées, puis que ça a permis aux propriétaires d'augmenter les loyers. C'est que ce que la règle dit, c'est que quand, en fait, tu dois inscrire le loyer le plus bas sur le bail à ton nouveau locataire dans les 12 derniers mois. Fait que si tu vas au-delà du 12 mois, ben là, tu peux mettre le prix que tu veux. Ah ben exactement. Oui. Les constructions, rénovations ont pris toutes plus que 12 mois. Ça a pris à peu près 18 mois. Ce qui est normal aussi, le temps de régler avec les assurances, le temps justement de trouver les gens aussi pour les bâtir, parce que, bon, ça prend quelqu'un pour le bâtir. Permis de construction avec la ville, l'urbanisme. C'est pas rapide, ça, d'habitude. Non, c'est ça. Fait que ça prend, mettons, 18 mois. Et si ton ancien locataire veut revenir, il a le droit à la même condition de base. Il a le droit au même coût de loyer que ce qui était prévu avant. Ça ne change pas. Mais après 18 mois, on s'entend-tu que la plupart, ils ont trouvé autre chose? Bien, c'est sûr. Il faut se loger. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que les gens, ça faisait 18 mois, ils s'étaient trouvé un autre logement, ils ont tourné la page, puis comme ça faisait 18 mois, ça faisait plus que 12 mois, ben les propriétaires ont pu innover avec des nouveaux coûts complètement disproportionnés. C'est des entreprises parfois qui sont gérées depuis Toronto. Fait qu'ils n'en ont rien à foutre. Là. Il y a pas, eux autres sont là pour l'argent. Et puis, ben voilà, c'est ce qui a fait qu'on avait des logements, des 2 chambres à coucher sur le boulevard Cité-des-Jeunes à Hull, qui sont passés de 750 $ par mois à 1300 $ par mois. C'est comme ça. Fait que mais c'est frustrant, tu sais. Je comprends que c'est frustrant pour les gens quand on voit arriver des coûts. Moi, quand je suis arrivé dans la région, je m'attendais à justement là, payer très cher parce que je voyais ce qui... Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est bizarre parce que les gens ici à Masson, moi je reste à Masson, et puis on affiche encore là, avec des petites pancartes à louer. Oui. J'ai trouvé mon logement comme ça en regardant, en me promenant dans le quartier, pancarte à louer. Quand j'ai vu le prix qui est quand même décent, ben là, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, on saute là-dessus. J'ai dit à ma conjointe, on signe là, parce que demain matin, c'est loué, c'est clair que c'est loué. Et effectivement, ma propriétaire de l'époque m'a dit, non, si tu signais pas, moi, j'avais deux voilà. visites le lendemain, et puis c'était fait, là. Il faut vraiment... Puis ce que je voyais sur Internet, ben ce qui était affiché, c'était carrément hors de prix. On est allé voir justement dans certains quartiers de Gatineau. Tu rentres dans le quartier, c'est comme, ouais, non, je me sens pas... je vais beaucoup par le feeling, mais je me sentais pas bien. Puis là, c'était loin aussi, parce que là, de Gatineau à Buckingham, là, tu dis, bon, pour venir travailler, ben, le coût de l'essence, c'est un frein. Et là, on le voit, le coût de l'essence est astronomique présentement, et ça monte tout le temps. Donc là, c'est un calcul à faire aussi, là. Dire, bon, ben, si je peux pas me permettre de télétravail, s'il faut absolument que je rentre au bureau, comme ici, bon, on rentre au bureau, ben, ce coût-là est à faire. Puis là, on se dit, bon, le coût, la voiture, là, ci, là, ça fait cher. Puis là, il reste moins de budget pour le logement. C'est ça. Donc, on sacrifie, j'imagine, il y a des gens qui sacrifient beaucoup pour être capable de se payer un logement, là. Puis c'est ça, tu sais, t'imagines-tu? Il faut que tu payes... il y a des gens là, pour qui c'est les 2/3 de leur revenu qui est payé, même plus, qui est payé pour du logement, pour leur toit. Puis après ça, ben le reste, c'est pour l'épicerie. L'épicerie, ça augmente aussi. Oui, on l'a vu récemment, ça a augmenté beaucoup. Oui. Fait que c'est... Je veux quand même pas laisser les auditeurs... de manière cynique, là, tu sais, ou désespérante, là. Tu sais, pour moi, l'objectif,
c'est d'être conscient du problème, c'est d'être conscient de l'enjeu. Il y a clairement un affaiblissement du pouvoir d'achat de la classe moyenne qui s'en vient, puis des plus faibles revenus, des plus pauvres de notre société aussi. Puis, pour empêcher ça, oui, ça prend, tu as parlé de, dans le fond, tu faisais référence à la littératie financière tantôt, le fait que beaucoup de gens ont du mal à budgéter, ont du mal à économiser, à l'épargne, bien oui, ça, on a des décisions collectives à prendre là-dessus. Comment est-ce qu'on peut accroître la littératie financière? Fait que là, on a un enjeu d'éducation, mais on a un enjeu politique, tu sais. Puis peu importe le parti, là, allez toutes les voir, les candidats, que ce soit la CAQ, le PQ, les libéraux, QS, les conservateurs, peu importe. Allez vous renseigner sur c'est quoi leur perspective par rapport à l'enjeu de la classe moyenne, de l'affaiblissement du pouvoir d'achat, puis poser des questions sur l'habitation. Moi, c'est ça que j'ai envie d'inviter les gens à faire parce que sinon, on va tous être chacun de notre côté, on va être isolés, puis on ne saura pas quoi faire, puis la solution est dans le collectif. Puis le collectif, c'est beaucoup le politique, là. Fait que là, on sort d'une élection municipale, lâchez pas la pression sur vos élus. Ils sont tous parlables, là. Peu importe qui a gagné, là, que ce soit un indépendant ou une personne d'Action Gatineau, ils sont tous parlables, puis ils sont là pour travailler pour vous autres. Profitez-en. Talonnez-les sur ces enjeux-là. Nous, c'est ce qu'on va faire. Nous, puis quand je dis nous, c'est le mouvement coopératif en habitation, la FIAB notamment, mais l'objectif, c'est de mettre de la pression sur nos dirigeants pour qu'ils comprennent l'urgence d'agir. Puis on peut-tu faire une espèce de New Deal en habitation? Tu sais, là, dans les années 50, 60, là, on investissait massivement dans certaines infrastructures. Là. C'est super structurant, l'habitation. On pense tout le temps du transport pour les investissements structurants, mais l'habitation est encore plus structurant tant qu'à moi, tu sais. Tu permets de la qualité de vie, tu permets d'augmenter le pouvoir d'achat de ton monde, t'aménages des quartiers. On a un enjeu d'aménagement urbain aussi à Gatineau. Il faut qu'on reconstruise des centres-villes dans chacun des secteurs. Tu sais, c'est structurant, l'habitation. Fait qu'on peut-tu prioriser ça dans les prochains mois, les prochaines années, là? On voit ça arriver, on voit qu'on a une chance. Est-ce que cette chance-là va être prise? Comme tu viens de le dire, on vient d'élire la première mairesse de Gatineau en France Belle-Île. Est-ce que tu sens chez elle, dans sa campagne, qu'elle a dit que justement l'habitation était une de ses priorités pour faire en sorte que son monde puisse se loger de manière décente? Mais nous, là, on n'a pas pris de chance. Nous, on a participé à l'élaboration de la plateforme en habitation du côté d'Action Gatineau. Et on a aussi consulté et travaillé fort du côté de l'équipe de France Belle-Île. Et moi, on a vu beaucoup d'engagement du côté d'Action Gatineau. C'est un peu dans leur ADN, fait que j'étais moins surpris. Mais du côté de France Belle-Île, j'ai eu une réception extraordinaire, Sylvain. Alors moi, je suis très confiant, je suis très optimiste pour la suite des choses. Et elle nommait là, les coopératives comme faisant partie de la solution pour ce qui est des enjeux de logement à Gatineau. Fait que là, je me dis, regarde, si on est capable de... Puis les élus en général, dans le conseil municipal, là, à chaque fois qu'on fait des démarches, les élus, ils en mangent. Là. Ils veulent avoir des projets. Le problème, c'est que c'est pas la ville qui a le gros du budget là-dessus. Hein? Puis c'est pas les plus petites municipalités non plus qui ont le gros des budgets. C'est beaucoup à Québec puis à Ottawa où on doit continuer à mettre de la pression. Mais il y a une très grande ouverture chez nos élus municipaux. Fait que là, maintenant, il va y avoir une élection dans les 12 prochains mois du côté de Québec. Là. On a 5 députés ici en Outaouais. Là, je pense que c'est auprès d'eux là, qu'on doit faire des démarches. Puis, auprès des chefs aussi, auprès du premier ministre. Pourquoi pas? Let's go. On parlait tantôt de la régie du logement. On voit des cas et compagnie. Et comment est-ce qu'on peut... Est-ce que les gens voient la régie du logement parce que c'est gros comme machine? Est-ce que on a l'impression, c'est drôle parce que les propriétaires vont dire que la régie est pour les locataires et vice-versa. Comment la régie va trancher dans des cas litigieux? Est-ce que le locataire a des chances versus un propriétaire? Ah oui. Moi, j'aime bien décrire le tribunal
en fait, tous les tribunaux là, sont neutres et impartiaux. Ça fait partie de la déontologie des magistrats puis des décideurs. Par contre, le droit du logement dans le Code civil, si je ne m'abuse, je pense que c'est l'article 1893 du Code civil du Québec, mais vient nous dire que toutes les dispositions en matière de droit au logement, ce sont des dispositions qui sont d'ordre public, qui sont là pour protéger les locataires. Alors, on est là pour protéger, dans le fond, la partie du bail qui est plus faible, hein, comparativement aux propriétaires. Fait que le droit a un préjugé favorable pour les locataires. Il y a beaucoup de responsabilités qui incombent sur le fardeau des épaules du propriétaire. Mais ça ne veut pas dire que le juge va donner raison tout le temps au locataire. Ça veut dire que le juge doit interpréter le droit en tenant compte du fait que le locataire est une partie qui est à protéger. Mais si le locataire commet une faute, ne paye pas son loyer, il a des retards fréquents, ne prend pas soin de son logement, bien, le tribunal n'aura aucun mal à trancher en faveur du propriétaire. Ça, c'est surtout le défaut de paiement de loyer, là, ça, c'est impitoyable du côté du tribunal. On le voit, ça m'amène, je vais juste te dire un mot, je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais. OK. Huissier. Ouais. La fameuse émission Huissier que tout le monde dénonce. Oui. Personnellement, je l'écoute. Et puis, personnellement, j'ai appris des choses là-dedans. Parce que moi, personnellement, la personne qui est représentée, ça m'importe peu. Moi, c'est le cas qui m'intéresse. D'où est parti ce cas-là? Parce que, bon, la personne, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. Que moi, je la connais ou pas, ça me dérange pas. Mais il y a beaucoup d'associations communautaires qui en ont contre cette émission-là. Et je me demandais, à la limite, pourquoi? Bien, c'est une bonne question. Moi, honnêtement, je connais l'émission, puis j'ai pas entendu les dénonciations en question, là, fait que je pourrais pas me prononcer. Des centaines là, à travers le Québec. Là, il y a même des poursuites envers Pixcom là, présentement qui s'organisent. Ouais. Oui, absolument. Absolument des injonctions. On veut mettre la clé dans la porte, finalement. Là. OK. Non, moi, pour ma part, j'ai beaucoup de respect pour la fonction d'huissier, là, parce que c'est des gens qui vont au front pour appliquer des décisions de justice. Là. Donc, c'est pas facile. Là. C'est très difficile. Fait que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ce monde-là. C'est une bonne question. Je sais pas. J'imagine que c'est parce on voit des personnes plus vulnérables, peut-être. Mais qui sont cachés quand même. Là. OK. Il y a du flou qui est mis dessus, là, donc on ne peut pas reconnaître vraiment la personne. OK. Ou peut-être qu'on stigmatise. J'essaie de voir, mais je suis bien curieux. Puis là, tu me donnes envie d'aller voir l'émission juste pour voir de quoi il s'agit plus précisément. Mais moi, j'ai eu recours régulièrement quand même au service de l'huissier. Puis, tu sais, en gros, à mener, il faut que quelqu'un l'exécute, la décision qui a été rendue par le juge. Puis, si un défendeur ou si une personne refuse d'exécuter volontairement la décision, ben l'huissier est là pour forcer l'exécution de la décision. T'sais. C'est sûr que l'on parle de sous. Moi, j'ai plus souvent vu des expulsions faites par l'accompagnement d'un huissier. Puis, tu sais, moi, par rapport au tribunal, quand tu arrives jusqu'au huissier, là, il y a quand même eu beaucoup d'étapes qui se sont passées avant. Il y a beaucoup de négociations qui auraient pu avoir lieu. C'est vraiment le dernier recours quand on arrive au huissier. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, la justice, c'est du droit, mais c'est pas toujours de la morale. C'est-à-dire que des fois... Moi, j'ai vu, justement, là, je m'en occupe souvent intervenir dans des cas où c'était des taudis. Moi, je me rappelle les fameux taudis de la rue Morin dans le centre-ville de Hull. Là. C'était des taudis avec de la vermine, de la moisissure. C'était des poutres qui étaient mal placées. Je veux dire,
c'était clair que... Puis les gens payaient des fortunes, payaient plus que 1000$ par mois pour vivre dans ça, tu sais. Puis là, il y avait de la misère. Les gens décidaient de ne plus payer le loyer parce qu'il n'y avait pas de rénovation de fait, puis les propriétaires ne prenaient pas ça au sérieux. Puis ils se faisaient foutre dehors, tu sais. Parce que il faut continuer, et ça, je pense que dans cette émission-là, on en parle, il faut continuer, on ne peut pas se faire justice soi-même, il faut continuer à payer son loyer et aller voir la Régie du logement. C'est sûr que ça peut être long, on parle de 3-6 mois, peut-être avec la pandémie, c'est même plus, mais il faut continuer à payer son loyer parce que sinon, comme tu le disais tantôt, c'est impitoyable. La régie tranche envers un propriétaire parce que, justement, on n'a pas payé son loyer. On ne peut pas se faire justice soi-même. C'est ça. Malheureusement. Puis là, ben, t'as l'huissier de justice qui va devoir débarquer dans une situation comme ça. Puis peut-être qu'il trouvera plus. Puis tu sais, comme avocat, des fois, on défend des causes qui nous paraissent pas toujours justes. Mais notre déontologie nous permet de défendre quand même des personnes... indépendamment de notre conviction personnelle sur la culpabilité ou la responsabilité de la personne qu'on défend. Mais ça fait partie du travail qu'on a à faire en même temps. Là. On parlait de taudis tantôt, ça m'amène sur le sujet des rénovictions, les fameuses rénovictions. On a vu récemment à Gatineau, il y avait une tour, je ne me rappelle pas le nom de la tour, mais... la tour Bédard. La tour Bédard, c'est ça. Les gens ont quand même réussi à gagner. Ça va faire, j'imagine, jurisprudence parce qu'on a foutu tout le monde dehors. Là, je ne sais pas comment ça va faire, si ça va se faire par étapes, du genre on va faire 1 étage, 2 étages, on va les envoyer, on va les revenir. Bon, et puis tout ça, après ça, les gens disaient, ben ça va prendre tellement de temps que, exactement comme on en parlait tantôt, ben là, ça va prendre plus que 12 mois. Donc, les loyers vont pouvoir monter. Comment est-ce qu'on peut réussir à défendre ça pour que, justement, les gens gagnent? Parce qu'ils ont gagné. Je pense que c'est à la Régie du logement ou au tribunal, je ne me rappelle pas lequel qui... C'est la Régie à l'époque. Dans le fond, le tribunal, c'est juste la Régie qui a changé de nom. Là, c'est la même entité. Oui, effectivement, ils ont gagné devant la Régie. Par contre, tu sais, dans une situation comme celle-là, moi, je comprends quand même la volonté du propriétaire de vouloir faire des rénaux parce que... C'était vraiment dû. Effectivement. Quiconque a vécu dans cet immeuble-là peut parler du système de ventilation qui est défaillant. Puis, fait que, tu sais, je peux comprendre. Puis en même temps, c'est de voir c'est quoi les solutions intermédiaires plutôt que de dire à tout le monde, sacrez votre camp, on va faire les rénovations. Puis après ça, effectivement, on va booster les prix. Là, parce qu'ils ont droit aussi, quand ils font des rénovations, de monter un peu plus parce que le tribunal va leur donner raison. Là. Oui, exactement. Fait que, puis tu sais, mais c'est ça le problème de base avec ça, tant qu'à moi, c'est que, tu sais, un propriétaire privé, là, puis c'est correct qu'il y en ait, je dénonce pas ça en général. Mais la seule chose, c'est que sa priorité à lui, c'est d'avoir un dividende à la fin de l'année, tu sais. Fait que il va vouloir non seulement augmenter le coût du loyer parce que oui, il y a des travaux qui ont été faits. À grands frais, on s'entend parce que là, avec les matériaux de construction qui viennent d'augmenter, le temps... La main-d'œuvre. Oui, effectivement. Les consignes de sécurité sur les chantiers avec la COVID fait en sorte que des fois, tu es obligé d'avoir plus de monde sur ton chantier pour faire la même job. C'est plus onéreux pour le constructeur, le rénovateur, effectivement. Fait que là, on comprend tout ça. Mais au-delà de ça, il va falloir aussi continuer de se garder une marge de profit. Fait que c'est pas juste la rentabilité qu'on cherche, c'est aussi la marge bénéficiaire accrue pour le dividende à la fin de l'année. Puis c'est là où je me pose des questions sur ce type de fonctionnement-là en matière d'habitation. Parce que ta recherche de dividende, là, des fois, là, c'est le 100$ de trop sur le loyer que tu fais payer à ton locataire. Fait que moi, c'est là où j'aime beaucoup l'habitation communautaire parce que là, d'abord, le tribunal n'est pas compétent en matière de hausse de loyer pour ce qui est des coopératives d'habitation. Ah, ça, je ne savais pas. Le tribunal est obligé de décliner compétence parce que ce sont les coopératives, là, ce sont les locataires qui démocratiquement décident de l'augmentation. Fait que le tribunal, t'as l'air un peu fou là, quand tu es obligé de renverser quand un locataire conteste une décision à laquelle il a lui-même participé, ça fait un peu drôle, tu sais.
Mais l'objectif des locataires, c'est pas de payer des prix de fou. Leur objectif, c'est de garder ça le plus bas possible, mais que les travaux se fassent, que les travaux d'entretien se fassent aussi, parce qu'ils veulent bien vivre dans des logements qui sont décents. Fait que les coopérateurs sont toujours placés dans une situation délicate où ils doivent trancher entre leur portefeuille puis leur intimité, leur qualité de vie. Mais ça donne de beaux résultats quand même en général. Mais en bout de piste, c'est pas le profit qu'on cherche quand on est en coop ou dans un OSBL. Ce qu'on cherche, c'est pas le dividende qui va aller après ça dans les poches des actionnaire. On n'a pas d'actionnaires. Fait que je trouve que ça... Les actionnaires, dans le fond, c'est les locataires. Donc, ils ont tout intérêt à avoir un logement qui est décent et à bon prix. Oui, mais en même temps, si on revend, on ne peut pas revendre le bâtiment. En coop. Je savais pas. C'est ça, on ne peut pas revendre le bâtiment puis après ça, laisser ça. Fait que l'aspect spéculation, tu oublies ça pour une coop d'habitation ou pour un OSBL. Fait que ça, c'est la beauté en même temps. Mais en tout cas, en particulier pour les coops, là, tu ne peux pas le revendre. La loi sur les coopératives est très stricte là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire, exemple donné, si la coopérative décide de mettre fin à ses activités? Ça retourne au gouvernement? Ça retourne à qui? Ce qui va se passer généralement, c'est que le mouvement va se concerter, puis nous, on va trouver des solutions peut-être pour qu'il y ait une fusion avec une autre coopérative, puis pour que cette coop-là soit prise en charge. Mais nous, moi, je l'ai vu dans des cas ici dans la région où il y avait plus de participation. Les coopérateurs n'avaient plus envie de continuer de prendre soin de leur parc immobilier. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on intervient, puis on essaie de faire une réanimation cardiaque, là, mais on essaie de redonner le goût aux gens de prendre soin de leur place. On est là pour agir comme formateur, on est là pour animer. Là, ça devient très humain à ce moment-là. C'est plus juste de l'administration, de la gestion. On est là pour voir pourquoi les gens se sont découragés avec le temps. Puis je te jure, on a des étincelles à chaque fois. Les gens ont envie de continuer. Ils ont eu un moment d'apathie. Un moment... puis on est dans une ère très individualiste aussi. Fait que c'est facile de juste se recroqueviller sur son petit nombril puis sa maison. On nous a pratiquement forcé à le faire depuis 2 ans. En plus, avec la pandémie, tu as raison. Mais là, après ça, quand tu leur montres toute la possibilité, tout le monde de possibilités qu'ils ont à travers leur coop, puis à travers les décisions qu'ils peuvent prendre, puis toute l'autonomie qu'ils ont, là, généralement, là, tu vas voir, ils vont organiser un barbecue, ils vont organiser une glissade à quelque part. C'est trippant, de voir ça. Puis dans leur assemblée générale, tu vas entendre beaucoup des remerciements à l'un et à l'autre. Ça, c'est signe que ça va bien, t'sais. Fait que les coops qui se vendent, là, non merci. Ça, on n'en veut pas, t'sais. Mais le fait que ça se vende pas, ça fait en sorte que l'intérêt d'un propriétaire privé en bout de piste, ça peut être d'avoir bénéficié, d'avoir fait des travaux, d'avoir empoché des loyers, mais à mener, c'est d'avoir beaucoup de liquidité en vendant son immeuble, t'sais. Mais en coop, tu n'as pas ça comme enjeu. Fait qu'encore là, je trouve que ça régularise un marché qui a besoin d'être civilisé un peu présentement parce que ça part en fou, puis ça fait mal à du monde, là. Fait qu'on a besoin de domestiquer un peu ce marché-là présentement, là. Eh bien, on le souhaite. On souhaite que justement les nouveaux élus ici à Gatineau et potentiellement au Québec, on va le voir l'année prochaine, qui va être élu, vont prendre en compte cette réalité-là. Parce que, dans le fond, c'est les électeurs qui élisent ces partis-là au pouvoir, même si, les taux de participation sont un peu anémiques ces temps-ci. Mais on va souhaiter ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Derry. On va continuer, on va souhaiter. Ah, wow! Merci beaucoup, Sylvain. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.